Alors dans la vidéo précédente, on avait vu ce que c'était que le noyau d'une application linéaire. Maintenant, on va passer à l'image d'une application linéaire. Alors voilà, j'ai déjà représenté le truc, c'est-à-dire que là on a deux espaces vectoriels E et F qui est une application linéaire de E dans F évidemment. On avait dit le noyau d'une application linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-espace vectoriel de E, très important, c'est un sous-espace vectoriel de E, et c'est l'ensemble des vecteurs, donc de E, ok, tels que lorsqu'on leur applique F, et ben ça va nous rebalancer le vecteur nul de F en sortie, ok? Voilà, le noyau de F c'est ça. Allez revoir la vidéo précédente si vous n'êtes pas au clair là-dessus, et on avait dit que F était injective si et seulement si le noyau de F était réduit au vecteur nul de E. Voilà, ça c'est une équivalence extrêmement importante à bien connaître. Et maintenant, on va passer à l'image d'une application linéaire. Et on avait dit que l'image d'une application linéaire, c'était dans cet espace. C'était dans l'espace d'arrivée. Alors qu'est-ce que c'est du coup? C'est quoi la définition? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans F, là, dans notre espace d'arrivée, on a plein de vecteurs, on en a même une infinité. Mais il y a des vecteurs qui ont des antécédents par F dans E, et d'autres qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Ça arrive tout à fait. Il y en a qui sont très tristes, ils n'ont pas de partenaire dans E. Ça arrive, c'est la vie. Mais il y en a qui en ont. Soyons-en contents et fiers. Voilà, on va dire que lui, son antécédent, c'est lui, que lui, il a aussi un antécédent. Allez, on va dire que lui, il a carrément deux antécédents. Ça arrive parfois. Oui, on peut tout à fait avoir plusieurs compagnons simultanément. Enfin bon. Après, chacun choisit ce qu'il veut. On va dire là, pour la représentation, qu'il y a juste cela, parce que sinon ça va créer un bazar pas possible. Mais on va dire que là, voilà, on a l'ensemble de tous les vecteurs de F qui ont un antécédent par F dans E. On va dire qu'on va les cartographier, enfin en tout cas on va les représenter visuellement juste ici. Donc là, ici, vous avez tous les vecteurs de F qui ont au moins un antécédent par F dans E. Alors, je n'ai pas représenté tous les vecteurs de E, hein, ok, mais en fait, tous les autres vecteurs de E, si jamais on leur applique F, ils iraient en fait là dans la bulle rouge qui est ici. Ok, je ne vais pas tous les représenter parce que ce serait encore une fois un petit peu le bazar sinon. L'image d'une application linéaire, vous l'aurez sans doute deviné, c'est justement cet ensemble-là. C'est un sous-ensemble de F, ok, qui est en fait l'ensemble de tous les vecteurs de F, ok, qui admettent au moins un antécédent par F dans E. Et alors comme image ça commence par im, et ben, il se trouve que là pour le coup c'est assez intuitif. L'image de F, ça se note im de F. Ok, im de F, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des vecteurs Y de F, parce que là voilà les vecteurs de F, je décide de les appeler Y, tel que il existe au moins un X qui appartient à E, tel que Y est égal à F de X. Ok, donc ça, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est l'ensemble des vecteurs de F, donc c'est un sous-ensemble de F, tel qu'il existe au moins, il peut y en avoir plusieurs, comme pour lui par exemple, il y en a deux, il existe au moins un vecteur de E, tel que Y est égal à F de X. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est l'ensemble des vecteurs de F qui admettent au moins un antécédent dans E par F. Voilà, c'est juste ça. Mais, le truc, c'est que là, vous voyez, dans la représentation graphique, parce qu'on est un petit peu contraint, on a l'impression qu'on peut les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a 5. Mais en fait, vous l'aurez sans doute aussi compris, exactement comme pour ker de f, im de f, eh oui, c'est un sous-espace vectoriel de f. Donc en fait, des vecteurs ici, vous pouvez tout à fait en avoir une infinité. Voilà, c'est un sous-espace vectoriel de f, ce truc-là. C'est un sous-espace vectoriel de f, et donc ça pourrait très bien, exactement comme pour ker de f, ça pourrait très bien être une droite. Encore une fois, ça paraît très abstrait dit comme ça. On verra des exercices pour s'entraîner un petit peu là-dessus. Mais là, il faut bien avoir en tête que là, on est face à un sous-espace vectoriel de f. Donc, ils répondent exactement aux mêmes lois que celles qu'on a vues pour les sous-espaces vectoriels de façon générale. Et là, on se dit, pétard, là, on a quand même avec ker de f une équivalence quand même plutôt pas mal. C'est que f injective est équivalent au fait que le noyau est réduit au vecteur nul de E. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite équivalence un petit peu similaire là pour im de f? Parce que là, ker de f, il a quand même une équivalence qui lui est associée assez badass quand même. Voilà, c'est assez cool. Eh bah, im de f, il en a aussi une. Il en a aussi une. Et c'est plutôt pas mal celle-là aussi. Mais alors là, ça n'a pas trait à l'injectivité de f, mais ça a trait à la surjectivité de f. Et alors là, ce qui se passe, c'est que f est surjective si et seulement si im de f, c'est carrément tout f. C'est-à-dire que si votre im de f qui est ici, alors d'ailleurs je pourrais le représenter là comme ça, voilà, ça c'est im de f, ok. Si votre im de f là, il prend tout f, ça veut dire en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments
de f admettent au moins un antécédent par f dans E, et bah ça veut dire que f est alors surjective. Voilà l'équivalence badass qui est associée à im de f, c'est que f est surjectif si et seulement si im de f est égal à tout f. C'est-à-dire que là, im de f qui est ici, il prend absolument tout, et encore une fois, c'est ce qu'on a dit, ça veut dire que tous les vecteurs de f, de l'espace d'arrivée, hein, admettent au moins, il peut y en avoir plusieurs, mais admettent au moins un antécédent par f dans E. Voilà. Et donc là, on voit quand même que im de f et ker de f, ils sont un petit peu comme frères jumeaux, quoi, ou frères siamois, c'est comme vous voulez, mais c'est-à-dire que en gros, il y en a un qui est dans l'espace de départ, c'est ker de f, im de f, lui, dans l'espace d'arrivée, ok, et ils sont tous les deux associés à des équivalences par rapport à la nature de f, qui est une application linéaire. Là, ker de f, il est associé à l'injectivité de votre application linéaire, f, il est associé à la surjectivité de l'application linéaire. Mais en plus, il y a quelque chose qui est carrément symétrique, mais par opposition symétrique entre guillemets si on veut. C'est-à-dire que là, f est injectif si et seulement si le noyau est réduit au vecteur nul. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que f est injectif si et seulement si le noyau est tout petit, 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 petit. Vous n'avez que le vecteur nul à l'intérieur. Vous n'avez que le vecteur nul à l'intérieur. Parce que vous êtes d'accord que le noyau d'une application linéaire, ça peut tout à fait être un truc très gros. Mais si jamais, c'est réduit au vecteur nul, alors là, vous êtes injectif. De l'autre côté, en revanche, le process, il est opposé, enfin inverse plutôt, si vous voulez. C'est-à-dire que là, f est surjectif, c'est seulement si im de f qui est là, il prend tout im de f. Vous voyez? Donc on a vraiment des dynamiques opposées en miroir, qui sont vraiment particulières, très jolies, et on se dit, mais peut-être qu'il y a des liens encore plus forts entre ker de f et im de f. Parce que là, on les définit comme ça, presque par opposition, vous voyez? Mais en fait, et c'est ce qu'on verra dans les vidéos suivantes, lorsqu'on est en dimension finie en particulier, il y a des ponts à faire entre ker de f et im de f. Et en fait, il y a vraiment un lien de parenté très 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 fort entre im de f et ker de f. C'est pas pour rien qu'ils ont des particularités à ce point proches dans leur dynamique. Donc en tout cas voilà, c'est tout pour le moment pour ker de f et im de f, donc pour le noyau d'une application linéaire et pour l'image d'une application linéaire. Et après bien évidemment, on verra tout ça et on les étudiera dans des exercices, hein.